Bienvenue dans cette émission du 17 mai 2023 qui sera la première d'une émission en 2 volets consacrée à une question importante, la juste définition des termes dictature, tyrannie, fascisme et totalitarisme pour faire une évaluation de ce dans quoi nous sommes. Petit retard au décalage aujourd'hui pour une bonne et simple raison, c'est que ma chaîne YouTube a été bloquée pendant quelques heures par la plateforme qui avait trouvé que mon dernier sujet d'hier sur les révélations du rapport Durham au sujet de la manipulation du camp démocrate et du FBI prétendant qu'il y avait eu une collusion entre la Russie et Donald Trump leur avait paru comme étant un appel à la violence, rien d'autre. Alors j'ai évidemment fait appel de cette décision parce qu'il n'y avait absolument rien de cet ordre dans mon émission. Alors je ne sais pas si c'est un algorithme ou un sbire dans quelques pays lointains qui avait réagi, mais toujours est-il que la suspension est levée. Mais je m'attends évidemment, étant donné les intérêts que servent YouTube et Google et Alphabet, les maisons mères, actuellement à pouvoir être bloqué de temps à autre, raison pour laquelle je fais figurer sur ma chaîne tous les liens des autres plateformes sur lesquelles ne sévisse pas la censure, où vous pourrez me retrouver si d'aventure je me retrouvais à nouveau à être bloqué. La question des termes est particulièrement importante parce que c'est vrai que nous vivons depuis 3 ans une situation parfaitement inhabituelle et exceptionnelle à mains égards, et puis on est dans cette incompréhension, j'ai envie de dire, entre un ensemble de personnes dont je fais partie pour les raisons que je développerai aujourd'hui, qui considèrent que nous sommes vraiment dans une dérive totalitaire extrêmement grave, et que nous en voyons autour de nous tous les signes caractéristiques, et les personnes qui, à l'inverse, disent « mais écoutez, vous ne pouvez pas, sur la base de ce qui s'est déroulé et de ce que nous avons vécu, comparer cela à des moments plus graves de notre histoire ». Et évidemment que les 2 positions sont défendables, je veux dire. Mais après, il importe précisément d'être précis dans les termes et l'analyse pour pouvoir évaluer à quoi nous avons affaire. Alors, rappelez bien sûr que pour la plupart des gens qui ignorent que l'épidémie que nous avons rencontrée n'avait absolument rien d'inhabituel et que la meilleure stratégie aurait été de ne surtout rien faire, eh bien, ils sont quant à eux dans une vision du monde où ils ont échappé à un danger mortel, où les autorités n'ont peut-être pas toujours réagi avec la plus grande pertinence, mais ont fait de leur mieux, et avec donc un monde imaginaire dans lequel ils vivent qui est à des années-lumière de ceux qui connaissent la réalité des choses. Et là, nous pouvons nous permettre d'être péremptoires pour un ensemble de raisons. D'abord parce que, et là vous voyez un graphique qui montre la mortalité excessive des pays européens pour les personnes âgées de 65 ans et plus, donc les seuls qui étaient en réalité menacés par le virus en termes statistiques, depuis le début de l'épidémie jusqu'à la fin 2022, et vous voyez qu'effectivement, de tous les pays européens, c'est bel et bien la Suède qui n'a jamais imposé de fermeture, de verrouillage, de confinement, de passe, de masque, enfin toutes les mesures très coercitives et contraignantes et restrictives des libertés que nous avons connues dans nos différents pays francophones, eh ben c'est la Suède qui a le meilleur résultat de toute l'Europe. Et ce qui a conduit Peter Gøtzsche, qui est donc cet immense connaisseur des données médicales, professeur à Copenhague, à dire oui, la Suède s'est exceptionnellement bien comportée pendant la pandémie en évitant les bouclages et les masques de protection. La surmortalité a été une des plus faibles au monde. La grande pandémie devrait être renommée grande panique. C'est qu'en fait, il n'y avait pas de raison de paniquer. Et l'épidémiologiste en chef de la Suède, Tegnell, a toujours tenu bon en disant « nous n'allons rien imposer qui ne soit pas clairement démontré par des méthodologies scientifiques dignes de ce nom ». Et donc, comme la seule mesure qui avait démontré une utilité était le fait de se laver les mains de manière régulière, il n'a pas dérogé. Alors il a été victime d'une cabale mondiale, même en Suède, des gens se sont levés contre lui en prétendant qu'il mettait la santé de la population en danger, mais comme le relève le docteur Ellie David, le monde doit une excuse à cet homme. Il avait raison et tous les autres pays avaient tort.
Et donc, nous qui savons ces réalités, nous pouvons évaluer avec le professeur Martin Kulldorff, un autre Suédois, mais qui lui a fait la plus grande partie de sa carrière aux États-Unis, et notamment à l'université de Harvard. C'est aussi un des créateurs de la pharmacovigilance vaccinale, donc un très bon connaisseur, et lui qui rappelle que la réponse sanitaire que nous avons connue a été le plus grand fiasco en santé publique de toute l'histoire. Et il nomme les choses. Beaucoup de gens sont morts de manière qu'on aurait pu éviter. En fait, on protégeait la classe moyenne supérieure aisée avec des ordinateurs portables, pendant que toutes les personnes vulnérables étaient mises en danger du fait de ces mesures. Et donc il dit non seulement c'était le pire fiasco en santé publique de toute l'histoire, mais en plus c'était la pire attaque contre les travailleurs et la classe moyenne, en réalité. Et donc la question se pose, qu'est-ce qui fait qu'on a imposé quelque chose d'aussi déraisonnable? Et il est évident à ce stade que la thèse de la maladresse ou de l'erreur ou de l'incompréhension ne tient plus. Alors le débat est ravivé par le fait que Vera Sharav, qui est une grande militante des droits humains, survivante elle-même de l'Holocauste, publie, ou plutôt sort en français et dans différentes langues, un film sur ce qu'il s'est passé, qui s'appelle Never Again, jamais plus, en disant c'est maintenant une question globale. Et Myriam Palomba, par exemple, une journaliste que j'aime bien citer en France, qui elle-même est juive, dit « Je vous invite à regarder cette introduction du doc de Vera Sharav, pour qui j'ai le plus grand respect, pour comprendre que ce que l'on a vécu avait un air de déjà-vu, et surtout pour que cela ne se reproduise plus. » Elle ajoute « J'assume totalement de diffuser cette vidéo, le sang de mes ancêtres coule dans mes veines, et c'est pour ça que plus jamais je ne me tairai. Les haineux, déchaînez-vous si vous le voulez, mais plus jamais ça. » Et ça suscite un débat intéressant, et vous voyez, une commentatrice dit « Désolé, mais je ne peux pas admettre que l'on compare sérieusement la Shoah, gigantesque génocide fabriqué de façon industrielle, avec les mesures sanitaires, aussi excessives soient-elles liées au Covid. Il faut rester dans le sérieux et le raisonnable. » Ce à quoi Myriam répond « Vous ne pouvez pas, mais ce sont des survivants de l'Holocauste qui en parlent le mieux, je pense. » Et nous sommes effectivement dans cette situation où nous avons vu un ensemble de choses proprement scandaleuses et extrêmement problématiques, mais qui évidemment n'ont pas débouché pour l'instant sur des déportations et des exterminations massives dans des camps, on est bien d'accord. Par contre, évidemment que même les moments les plus sombres de l'histoire ne se sont pas produits du jour au lendemain. Et donc, ce que disent les personnes sensibles à ces réalités, c'est que certes, nous ne sommes pas encore au stade de la solution finale, mais nous avons déjà accumulé un ensemble de dérives et de transgressions, notamment de règles, de droits et d'éthique qui ne devraient jamais être transgressées, jamais en démocratie, et donc on ne peut pas juste se contenter de dire « oui, bon, c'était pas si grave que ça ». Mais de nouveau, il importe comme toujours d'être extraordinairement précis. Et à nouveau, ce que je vais vous présenter est sourcé, référencé, pour que vous puissiez vous y référer et vérifier tout ce que je vous dis. Et donc, je m'inspire des personnalités que je considère être les meilleures sources en la matière aujourd'hui. En haut à droite, vous avez bien sûr Ariane Biran, normalienne, avec une formation en philosophie politique et morale, un doctorat en psychopathologie, spécialiste des phénomènes totalitaires. En haut à gauche, vous avez Mathias Desmet, professeur de psychologie clinique à l'université de Gand et qui nous a vraiment mis sur la piste de manière très intéressante de la formation de masse. En bas à droite, vous avez Slobodan Despot, essayiste, journaliste, directeur d'une rédaction qui a vécu dans un pays communiste pendant son enfance avant de venir en Suisse et qui porte des regards comparatifs extrêmement intéressants entre le système communiste bolchevique et celui que nous connaissons aujourd'hui. Et puis en bas à gauche, bien sûr, Vera Sharav et tous les penseurs de l'Holocauste. On peut citer Primo Levi, on peut citer bien sûr Hannah Arendt. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer par définir les mots, parce qu'il est vrai, Camus le disait, que mal nommer les choses rajoute au malheur du monde. Et donc, qu'est-ce qu'une dictature? Qu'est-ce qu'une tyrannie? Qu'est-ce que le fascisme? Qu'est-ce que le totalitarisme? Et quand et dans quelles conditions pouvons-nous utiliser l'un ou l'autre de ces termes? Alors la dictature, c'est bien connu, ça remonte comme terme à la République romaine, c'est un régime politique autoritaire où l'on suspend le fonctionnement habituel de la République.
Donc typiquement, il y avait une menace militaire sur Rome, on ne pouvait pas laisser les parlementaires gloser à perte de vue en faisant des calculs politiciens, donc on élisait un dictateur qui, pendant 6 mois, avait les pleins pouvoirs, était chargé de mettre en déroute l'armée adverse, et à la fin des 6 mois, existait toujours le soupçon qu'il risquait de s'accrocher au pouvoir, vu qu'on savait à l'époque que les complots existaient, et donc on faisait bien attention qu'il débarrasse le plancher une fois que la période de danger était passée. Et dans son acception contemporaine, la dictature désigne un régime politique autoritaire établi et maintenu par la violence à caractère exceptionnel et illégitime. Il faut relever qu'il y a eu des législations d'exception dans tous nos pays qui ont été passées pour une épidémie moins grave que la grippe et pour laquelle la meilleure réponse sanitaire aurait été de ne rien faire. Donc on était de facto dans un régime d'exception illégitime. La tyrannie, qu'est-ce? C'est une forme de gouvernement non démocratique dans lequel le pouvoir est détenu par une seule personne de manière despotique. Alors pour l'appliquer à notre démocratie contemporaine, on pourrait dire que c'est une situation dans laquelle la tête de l'exécutif s'arroge des pouvoirs qui, constitutionnellement, ne relèvent pas de son autorité. Alors, dans un site intéressant, Economiepedia, on a cette définition, les caractéristiques les plus importantes: pouvoir détenu par une seule personne, prise de pouvoir illégitime, la façon dont le gouvernement est dirigé est injuste et répressive, enfin absence de liberté civile et de droits politiques ou réduction des libertés civiles et politiques. Alors, on peut relever que Macron en France est un tyran. C'est-à-dire que, normalement, l'exécutif est là pour exécuter ce que décide le législatif, avec le troisième pouvoir, la justice, qui équilibre les choses en cas de besoin. Et on voit que Macron, dans son autoritarisme narcissique, que j'ai déjà décrypté dans plusieurs émissions, eh bien, donne des ordres aux députés, à tel point qu'il a fait signer aux députés de sa majorité un engagement qu'il voterait aveuglément les lois que lui proposerait. Et ça, c'est une transgression majeure et extrêmement problématique de l'ordre constitutionnel qui indique que nous sommes dans une forme de tyrannie, que nous le voulions ou non. Le fascisme est un terme qu'il convient vraiment de comprendre car nous sommes, tout l'indique, dans une dérive de nature fasciste, et donc un économiste américain l'avait défini comme un système de gouvernement qui cartélise le secteur privé, c'est-à-dire qu'il le privilégie par un capitalisme de connivence qui l'organise et lui donne des privilèges, planifie l'économie en vue de subventionner les producteurs, exalte l'État policier comme source de l'ordre, nie les droits et les libertés fondamentales des individus et fait de l'exécutif le maître sans borne de la société. Alors là, pour la France, je ne vois pas de meilleure définition du régime actuel, c'est-à-dire du régime tel que la dégénérescence des institutions et de la mentalité collective l'a distordue, l'a déformée, que celle-là. Et Mehdi Belhaj-Kassem, philosophe extrêmement intéressant, lui va vraiment à l'essentiel en disant « terme inventé par Mussolini signifiant la fusion entre l'État et les grandes entreprises », et de nouveau c'est exactement ce qu'on voit. Donc un Jeff Bezos, un Bill Gates, un Bourla se sont arrogés des pouvoirs sur les politiques publiques totalement démesurés, et ce sont eux qui font la pluie et le beau temps, les médias étant aux mains des grandes entreprises, donc le contre-pouvoir principal, j'ai envie de dire, avec le peuple, la population elle-même, a été désactivé en cours de route. En ce qui concerne la France, il faut aussi rappeler une fois de plus qu'il y a eu un coup d'État judiciaire qui a porté Emmanuel Macron à la présidence de la République lors de sa première élection. Maître Régis de Castelnau, qui est avocat à Paris, a écrit un bouquin de 600 pages pour expliquer les mécanismes de cette prise de pouvoir, et l'ancienne chef du parquet national financier a reconnu avoir été instrumentalisée et avoir reçu des pressions hiérarchiques directes dans un but politiquement intéressé. Donc tout comme le rapport Durham l'a révélé aux États-Unis avec l'instrumentalisation du département de la justice et du FBI, en France aussi, nous sommes actuellement dans une infiltration mafieuse de l'appareil d'État et des institutions. Alors de nouveau, ça n'échappe à personne, The Economist, grand magazine anglais, classe la France comme démocratie défaillante pour la 2e année consécutive.
avec cette conception verticale du pouvoir de Macron, le Conseil constitutionnel, mais qui en vérité est constitué pour moitié de repris de justice, c'est-à-dire de gens qui ont été condamnés pour des faits graves, et pour moitié de courtisans nommés par la présidence, et le Conseil d'État qui lui aussi a complètement démissionné de sa responsabilité publique, sont aux ordres, les députés sont aux ordres, les médias n'ont plus d'indépendance, donc on est de facto dans un totalitarisme technocratique. Faut-il rappeler, nouvelle du jour, que Nicolas Sarkozy est finalement condamné en appel pour corruption dans la sphère Bismuth, donc 3 ans de prison, dont 1 année ferme qu'il passera sous bracelet électronique à domicile. Beaucoup de délinquants aimeraient pouvoir bénéficier de telles largesses. Et puis la question du totalitarisme, qui, elle, signale une dérive dans laquelle une pensée unique émanant d'un pouvoir tyrannique et dictatorial, la plupart du temps de nature fasciste en Occident, veut tout contrôler dans une société et aller jusqu'à régenter la vie des gens en leur imposant des tracasseries incessantes. Il vous souvient par exemple de cette règle stupidissime, mais c'est loin d'être la seule, où à une époque on nous a expliqué qu'on pouvait consommer assis dans un café mais pas debout, comme si le virus circulait au-delà d'1,50 m du sol, et donc les gens ont dû se plier à des absurdités, à tel point que Martin Blachier, épidémiologiste qui lui-même a abondamment participé à la dérive, a eu cette boutade à un moment donné: si on demandait aux Français de porter un pneu sur la tête, ils le feraient, mais le degré d'absurdité des mesures soi-disant sanitaires qui étaient imposées relevait de ce degré de gravité. Bien sûr, maints journalistes, dont Aude Lancelin, qui a occupé des fonctions prestigieuses dans différentes rédactions, nous ont alertés sur le fait qu'il n'y a plus aucune liberté dans la presse. La presse n'est plus qu'un organe de propagande au service d'intérêts mafieux, et nous avons bien sûr été confrontés à cette propagande incessante, l'art de vendre des mensonges, qui font qu'aujourd'hui, l'immense majorité de la population est totalement désinformée sur ce que nous avons traversé depuis 3 ans sur le plan sanitaire, mais aussi sur des questions aussi importantes que la guerre en Ukraine ou les questions climatiques. Alors vraiment, il faut ne pas lâcher ce constat. Martin Kulldorff, que j'ai déjà cité, lui fait un jeu de mots amusant entre fascisme et faucisme. Fauci, c'est le très très corrompu maître d'œuvre de la réponse sanitaire américaine. Et il dit, le fascisme et le fauchisme ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même un certain nombre de similarités troublantes, dont les caractéristiques suivantes: la croyance et la confiance aveugle dans un leader omniscient. Et il a eu le toupet de dire « je suis la science », alors qu'il était en train de couvrir des fraudes scientifiques épouvantables. Le fameux partenariat très excessif entre le gouvernement et les grandes entreprises, la censure et la mise sur liste noire des opposants, j'en ai fait partie avec bien d'autres, le fait de ne plus tenir compte des principes et de la connaissance scientifique. Donc tout ce qu'on nous a présenté comme étant un consensus scientifique, en fait, est de la fraude et de la falsification, faire du mal aux travailleurs et aux classes défavorisées de la population, et choisir des boucs émissaires. Donc, vous voyez, c'est pas anodin comme réalité. Et le docteur Bhattacharya, autre éminent épidémiologiste de réputation mondiale, lui, devant le Congrès, a dit « les bureaucrates ont agi comme des dictateurs, ils ont piétiné les libertés civiles et la classe ouvrière, les travailleurs. » Et donc, ça, si vous voulez, c'est la base. C'est le dévoiement, la perversion de l'appareil d'État, de l'ordre constitutionnel, de la juste répartition des choses, de l'éthique, de la science. Et puis après, il y a les procédés d'inconduite et de déshumanisation, dont Raphaël Enthoven, qui pour moi est vraiment emblématique du mal qui sévit actuellement dans nos sociétés, au sens éthique et spirituel du terme, voyez, lui assume totalement cette déshumanisation à travers l'ensemble de propos qu'on peut reprendre à tout loisir, dont celui-ci, l'antivaccinisme. Déjà, qu'est-ce ? Le monde n'est pas en noir et blanc, dire anti ou pro, c'est très bête en général. N'est pas une opinion, c'est une maladie.
D'accord, donc celui qui ne pense pas comme vous, c'est pas qu'il pense pas comme vous, c'est qu'il est malade. Et il dit, on ne discute pas avec un anti-vax, c'est un zombie. Vous voyez la déshumanisation. Et ça, c'est le préalable du génocide. C'est-à-dire qu'on ne génocide jamais des êtres humains contre nous. On génocide des gens qui sont des malades et des zombies. C'est le processus de déshumanisation. On le combat en étudiant son comportement, en disséquant ses réflexes, en se moquant de lui. Et surtout, on l'éloigne des hôpitaux comme on éloigne un pédophile d'une maternelle. Vous voyez ? Ça, c'est du fascisme, mais plus que ça, c'est de l'appel génocidaire. Et on voit dans le jargon utilisé par cet énergumène, on le combat en disséquant ses réflexes, en se moquant de lui. Donc vraiment, on l'humilie, on le rabaisse et on le considère comme un pédophile dans une maternelle. C'est glaçant. Enfin, si vous n'êtes pas glacé, il y a du souci à vous faire. Alors, on va passer très rapidement en revue la somme de violences qui ont été requises ou suggérées par un ensemble de personnes, dont cette docteur conseil pour la chaîne américaine de propagande CNN. Les non-vaccinés ne devraient pas être autorisés à quitter leur logis. Ils ne veulent pas se faire vacciner, ok, c'est leur droit, mais ils n'ont plus le droit de sortir de chez eux. En France, faisons payer l'entrée en réanimation aux non-vaccinés. S'ils doivent vendre leur maison pour ça, ça les ferait réfléchir. Et puis bien sûr, le chibre, caricaturé ici, qui s'est permis de dire sur un plateau de télé, je vous ferai emmener de force par des policiers, il faut aller les chercher avec les dents et avec les menottes s'il le faut. Alors tout ça évidemment sont des gens qui sont payés à cette fin, on s'entend bien, c'est des propagandistes qui sont payés pour dire des horreurs et pour mettre la pression, mais vous voyez quand on fait une comparaison entre les ordonnances de 1942 restreignant aux Juifs l'accès à un certain nombre de lieux du fait de leur judéité et les mesures d'application au sujet des non-vaccinés de 2021 qui restreignent exactement l'accès aux mêmes lieux au motif du statut vaccinal qui normalement relève du secret médical. Eh bien, on est dans quelque chose qu'on appellera isomorphe en socio-anthropologie, c'est-à-dire que c'est configuré dans une forme exactement équivalente. Et si nous en revenons au fait que non, l'injection ne protégeait pas, et que non, l'épidémie ne justifiait pas qu'on exige des gens qui soient injectés, et que toutes ces mesures étaient illégitimes parce qu'elles n'avaient pas lieu d'être sur le plan de ce que l'on savait à partir de la science, eh bien, on est obligé de mesurer que nous étions bel et bien dans une dérive gravissime. Alors j'en reste là pour l'émission du jour. Demain, jeudi 18 mai, jour de l'Ascension, je présenterai le deuxième volet sur la dynamique totalitaire et notamment sa dimension psychopathologique, mais avec cette caractéristique unique dans le domaine de la psychopathologie, qui est que c'est une pathologie contagieuse. La paranoïa totalitaire, car c'est un délire paranoïaque, peut se diffuser dans la population, comme nous l'avons vu à réitérées reprises, et coloniser des esprits qui, en temps normal, n'auraient pas été susceptibles de se faire embarquer dans quelque chose de semblable. À demain. Je vous remercie.